Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre a ce mercredi reçu les représentants des 4 coordinations nationales et les présidents des délégations spéciales de Conakry. Les sages ont exprimé leur reconnaissance au général Mamadi Doumbouya pour sa générosité en ce mois saint de Ramadan. Les échos dans ce journal. Caisse nationale de prévoyance sociale, comment les factures sont-elles payées aux différents prestataires? La question nous interpelle. C'est pourquoi dans ce journal, vous aurez droit à des éléments de réponse. C'est une première. L'association sportive des forces armées guinéennes rentre dans l'histoire. Elle est championne de Guinée en karaté dans les catégories masculines et féminines et rafle 2 trophées prestigieux mis en jeu par la Fédération guinéenne de karaté. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. L'année 2025 marque un tournant décisif pour la Guinée, une période où les enjeux électoraux et les opportunités économiques se croisent pour façonner un avenir prometteur. Les réformes ambitieuses et les initiatives stratégiques entreprises par le général Mamadi Doumbouya visent à transformer les défis en opportunités, ouvrant ainsi la voie à une prospérité durable pour tous les Guinéens. Fatoumata Kourouma, Fernand Gomo. La Guinée se trouve à un tournant décisif, porté par la vision audacieuse de son président, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Sous sa conduite éclairée, le pays s'engage sur la voie d'une transformation structurelle, avec un objectif clair: bâtir une Guinée unie et émergente grâce à des réformes socio-économiques ambitieuses. Au cœur de cette démarche, le président Doumbouya a su rassembler les Guinéens autour d'un idéal commun: construire ensemble un avenir meilleur fondé sur la stabilité et la sécurité. Sa vision repose sur 3 axes prioritaires essentiels pour naviguer à travers les défis actuels. L'axe social: rétablir le vivre ensemble et promouvoir la paix, l'unité et la cohésion sociale. Ce fondement est crucial, car sans harmonie sociale, le développement durable reste un rêve inaccessible. L'axe économique: le développement socio-économique durable est au cœur des préoccupations. Des initiatives robustes sont mises en place pour assurer le bien-être de la population en favorisant l'emploi et en dynamisant l'économie locale. L'axe politique: la mise en place d'institutions fortes et crédibles est essentielle pour instaurer un véritable état de droit. Avec la justice comme boussole, la Guinée aspire à garantir des droits équitables pour tous ses citoyens. Conformément aux axes prioritaires de la refondation, le développement se poursuit sous le magistère du général Mamadi Doumbouya, qui, dans son récent discours de fin d'année, empreint de responsabilité et de solennité, a capté l'attention de la population en annonçant une année 2025 cruciale, celle d'élections décisives et d'essor économique sans précédent. Chaque Guinéen a été invité à se recenser massivement pour participer activement aux élections à venir. Ce moment, qui s'annonce déterminant, est l'occasion rêvée pour les Guinéens de faire entendre leur voix et de prendre part à l'avenir de leur pays. L'importance du processus de recensement national, impulsé par le Programme national de recensement administratif PNRAVEC, intervient dans ce sens. Il va au-delà d'un simple exercice administratif. Il constitue une véritable invitation aux Guinéens à s'approprier leur destin politique et électoral. Pour ce faire, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a rendu la carte d'identité nationale biométrique gratuite sur un coût qu'il supporte sur son budget de souveraineté, ce qui démontre la volonté du chef de l'État d'accompagner la population dans ses démarches administratives. Ce geste fort témoigne d'un engagement sincère à rendre les services publics accessibles à tous et à renforcer la légitimité du processus électoral à venir. L'année 2025
sera marquée par le retour à l'ordre constitutionnel. Elle s'annonce également comme l'année du boom économique de la Guinée. Le démarrage de l'exploitation du plus grand projet minier de fer au monde, Simandou, d'une teneur de plus de 65%, prévu à la fin de cette année, représente une véritable opportunité pour le pays. Ce projet intégré, alliant mines et infrastructures, est appelé à transformer le paysage économique de notre pays. Les 50 000 emplois directs et indirects déjà créés témoignent de l'impact positif que cette initiative aura sur la vie quotidienne des populations. À cela s'ajoute la fin des travaux de construction des 650 km de rails de la compagnie du Transguinéen CTG et l'ouverture du port minéralier multi-utilisateur et multiservices de Morebaya. Les corridors nord et sud, respectivement de 885 km et 805 km, reliant Conakry aux frontières maliennes et ivoiriennes, sont des axes stratégiques qui dynamiseront les activités économiques et renforceront l'intégration régionale. Ces faits constituent autant de signes annonciateurs d'une Guinée en pleine mutation. Ces infrastructures serviront non seulement à l'exploitation des ressources naturelles, mais permettront également de renforcer les échanges commerciaux locaux et régionaux, balisant le chemin du développement économique et durable du pays. Ainsi, les revenus générés par ce projet seront réinvestis dans des programmes ambitieux, notamment le programme Simandou 2040, structuré autour de 5 piliers clés qui répondent aux besoins fondamentaux des populations guinéennes. Depuis 2021, la Guinée a enregistré des réalisations historiques qui témoignent d'un engagement sans précédent en faveur de l'infrastructure. Plus de 1000 km de routes revêtues ont été construits, 234 km de voiries urbaines aménagées et plus de 1400 km de routes en terre réhabilitées. Ces efforts ont permis de désenclaver des régions longtemps oubliées, offrant aux populations rurales un accès facilité aux services essentiels et aux marchés économiques. Pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays, des préfectures isolées ont vu le bitume atteindre leur contrée, symbolisant ainsi l'inclusion et l'équité territoriale prônée par le chef de l'État. L'année 2025 s'annonce encore plus prometteuse, avec la poursuite de projets d'envergure tels que la construction de 130 km de routes nationales revêtues, incluant les RN7 et RN2, ainsi que les voies d'accès du pont de Tanéné. L'échangeur de Bambeto, qui émerge fièrement, est un exemple frappant de l'ambition de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, à transformer le paysage urbain. L'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry n'est pas en reste, avec une hausse de 6,7% des passagers en 2024, totalisant 788 819 voyageurs. Cet aéroport voit son trafic se développer grâce à l'élaboration du programme Simandou 2040 qui a considérablement boosté les connexions domestiques et africaines. Les travaux d'expansion et de modernisation qui touchent à leur fin promettent de révolutionner le trafic aérien dans toute la sous. Considérant ces avancées, il est évident que le général Mamadi Doumbouya émerge comme l'unique alternative pour guider la Guinée vers la prospérité. Son leadership et sa vision claire pour le pays sont aujourd'hui soutenus par une population qui aspire à un changement tangible. Le soutien populaire dont bénéficie le général Doumbouya est également le reflet d'une attente collective. Le peuple, conscient des défis à relever, trouve en lui un dirigeant capable de les accompagner sur le chemin du progrès, qui s'engage à leur côté pour bâtir un avenir meilleur. Cette confiance placée en lui est le puissant moteur qui le pousse à continuer d'œuvrer pour la prospérité de notre nation.
L'année 2025 représente ainsi une conjoncture unique pour la Guinée, marquée par des avancées sociales et économiques importantes pour le pays. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en tant que gardien de cette transformation, continue à incarner l'espoir et le changement. Il est donc crucial à ce stade que chaque fils et fille de Guinée prenne conscience de son rôle dans cette dynamique et s'engage à participer activement à l'écriture de cette page de l'histoire de la Guinée. En avant, ensemble pour 2025 et au-delà, avec le général Mamadi Doumbouya. 28 parlementaires ont fait valoir leur droit à la retraite ce 19 mars à Conakry à travers une cérémonie organisée par le Conseil national de la transition. L'événement a mobilisé l'ensemble des travailleurs du CNT et autres invités qui ont à tour de rôle rendu un hommage mérité à ces travailleurs. Une occasion pour Dr Dansa Kourouma de faire des annonces fortes à leur égard. Robert Siditol. Le Conseil national de la transition dit au revoir à 28 de ces travailleurs. Ils font valoir leur droit à la retraite à travers cette cérémonie organisée par l'institution. Ils étaient administrateurs, assistants, secrétaires ou encore chauffeurs à avoir totalisé entre 30 et 40 ans de service au compte de l'administration parlementaire. Nous qui sommes admis à faire notre droit à la retraite, nous quittons ici très fiers d'avoir servi notre nation. Aujourd'hui, le seul conseil qu'on donne à nos frères qui vont nous succéder, c'est de travailler avec courage, avec conscience et aimer la patrie, pour qu'ils bénéficient aussi ce jour que nous avons bénéficié aujourd'hui-là. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, à travers cette cérémonie, a tenu à exprimer à ses retraités sa fierté et sa reconnaissance pour le service rendu à la nation. Pendant ces moments pleins d'émotion, Dr Dansa Kourouma a également salué le sens des responsabilités dont ils ont fait preuve. Parmi vous, il y en a pas tout le monde. Il y a des valeurs. Accepter la retraite comme un droit vous reconnaît, que l'État vous reconnaît, que l'institution vous reconnaît, que vous devez exercer avec honneur, dignité. Il n'y a pas parmi vous un qui a été conduit au tribunal, en tout cas pour des infractions de droit commun. J'en ai pas connaissance. Ça veut dire tout simplement que vous êtes des cas exemplaires. En dépit de leurs droits perçus ce jour 19 mars, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, fidèle à sa vocation, a fait 4 importantes annonces à leur intention. Ils bénéficient de 4 places pour le Hajj 2025, une importante quantité de denrées alimentaires pendant ces mois de pénitence, leur admission au fonds social et 3 mois d'accompagnement salarial. Je vous le disais au sommaire, dans sa feuille d'audience de ce mercredi, le Premier ministre a reçu les représentants des 4 coordinations nationales et les présidents des délégations spéciales de Conakry. Il a en premier temps reçu les sages qui ont exprimé leur reconnaissance au chef du gouvernement pour les actions posées. C'était aussi l'occasion pour eux de remercier le général Mamadi Doumbouya pour sa magnanimité en ce mois béni de Dieu. Dès après, Amadou Riba a échangé avec les présidents des délégations spéciale de la gestion des déchets pendant la période des grandes pluies. Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. Les représentants des 4 coordinations nationales arrivent au palais de la Colombe. Tous sont heureux de se retrouver autour du Premier ministre Amadou Riba afin de discuter des questions liées à la stabilité sociale et de vivre ensemble. Au nom des coordinations de Guinée, El Hadj Mahmoudou Kamara, imam ratib de la grande mosquée de Kindia, inspecteur de la Ligue régionale, revient sur le sens de cette rencontre avec le chef du gouvernement. L'objectif de notre déplacement est unique. C'est la reconnaissance de la générosité dont nous sommes bénéficiaires. Notre Premier ministre a égayé et reconnu la place de la notabilité. À l'occasion du moisson de Ramadan, il a offert beaucoup de vivres aux 4 coordinations nationales. On ne peut donc rester sans venir témoigner notre reconnaissance envers le général président Mamadi Doumbouya. Avant de quitter, les différents représentants présents à cette rencontre
ont formulé des prières en cette période de pénitence pour la quiétude et l'unité nationale. D'une rencontre à une autre, pour juguler la crise d'insalubrité à quelques mois des grandes pluies, l'ensemble des présidents de délégations spéciales et leurs vice-présidents sont mobilisés pour échanger sur des sujets relatifs à la gestion des ordures pendant la période hivernale. La situation de l'assainissement qui prévaut dans notre capitale et l'inquiétude aujourd'hui, c'est de pouvoir éviter de faire les mêmes erreurs que l'année dernière. Nous sommes à l'approche des saisons pluvieuses. Nous savons qu'il y a beaucoup d'inondations qui sont causées par le manque de mauvaise gestion des déchets ménagers dans nos différentes communes. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour voir quels sont les voies et moyens par lesquels nous allons passer pour éviter que nous soyons dans la même situation que l'année dernière lors de la saison pluvieuse. Nous sommes aux côtés de l'État guinéen pour justement améliorer le système de gestion des déchets. Pour améliorer le système de gestion des déchets, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a d'abord de la sensibilisation. Il y a aussi, quand on parle de sensibilisation, il faut aussi qu'il y ait un système qui soit respecté, donc un système de collecte qui soit respecté. Et ce système de collecte passe par les PME, par l'abonnement au niveau des PME, aux communes, passe par des zones de transit et de tri qui sont là pour récolter les déchets, mais aussi pour améliorer la valorisation des déchets. Le directeur de cabinet adjoint de la primature, Lansine Kawa Doumbouya, entouré des responsables en charge de la question d'insalubrité dans la ville de Conakry, envisage déjà des pistes de solutions en vue de l'atténuation des nuisances en faveur des populations. Le 20 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale de la francophonie, un espace de dialogue, de diversité culturelle et de solidarité entre les pays francophones. Pour l'occasion, le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration. Il est au micro de Makemedozo. Cette célébration nous donne l'occasion de nous souvenir des pères fondateurs qui, le 20 mars 1970, ont décidé la signature du traité portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue plus tard l'Organisation internationale de la francophonie. Chers compatriotes, la République de Guinée, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, a été honorée et encouragée par la reconnaissance de son immense travail de refondation par l'Organisation internationale de la francophonie et qui s'est traduite par sa pleine réintégration au sein de la famille francophone le 24 septembre 2024, rejoignant ainsi les 93 États et gouvernements membres répartis à travers le monde. Je voudrais, à cette occasion solennelle, transmettre le message de félicitations de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, à son Excellence Madame Louise Mouchiki Wabo, secrétaire générale de la francophonie, pour le travail remarquable qu'elle mène avec son équipe pour donner une efficacité à notre organisation commune. Le thème choisi pour cette 55e journée internationale de la francophonie est « Je m'éduque, donc j'agis ». Ainsi, nous célébrons l'éducation, marque de fabrique de citoyens conscients et outillés pour relever les défis qui se posent au monde. L'accès à une éducation de qualité pour tous, marquée par la 4e révolution mondiale que représentent les avancées technologiques, contribue à réduire les inégalités et à atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Chers compatriotes, le gouvernement guinéen, sous le leadership de son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, s'emploie à faire en sorte que chaque enfant aille à l'école et suive une bonne formation qui le prépare pour la vie au XXIe siècle. L'éducation qui représente un pilier important du programme Simandou 2040. Dans ce cadre, la coopération entre l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation et la République de Guinée est le témoignage d'un partenariat dynamique
axée sur le renforcement des systèmes éducatifs et la promotion des actions éducatives francophones dans le pays. Ensemble, continuons à promouvoir une francophonie ouverte, dynamique, forte et porteuse d'avenir. Bonne journée internationale de la francophonie. Vive la francophonie, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Les travaux du Conseil communal exercice 2025 se sont déroulés à la mairie de Bessia. Un budget de 10 milliards de francs guinéens a été adopté. La création des régies financières au niveau de la commune était aussi à l'ordre du jour. Ousmane Kamara, Moussa Bangora. Au compte du premier trimestre de l'année 2025, Bessia, une des municipalités de la capitale Conakry, organise son conseil communal. Membres de la délégation spéciale, cadres des services déconcentrés et personnes ressources prennent part aux travaux. Ils planchent sur l'élaboration du budget local de développement et le projet de création d'une régie financière au niveau de la commune. Le PAI, dans son financement, peut bénéficier aussi de l'apport des partenaires, notamment ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités. Il y a beaucoup de nos actions de développement que nous-mêmes ne pourrons pas supporter à travers ce montant que je viens de vous présenter. Après l'avis des uns et des autres, le budget exercice 2025 a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 10 milliards de francs guinéens. Il y a plusieurs projets à réaliser au courant de l'année 2025. Il y a plusieurs projets qui sont sectoriels, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan sécurité, et sur le plan même accompagnement social. La formation du conseil est nécessaire. Il faut se servir du code des collectivités, ce que je l'ai déjà recommandé, pour avoir beaucoup plus d'arguments pour aborder les sessions. Le débat aussi s'était houleux, mais il y a eu consensus. Le budget, l'essentiel est fait. Une fois recouvré, ce montant va servir à la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base dans cette nouvelle commune, notamment des centres de santé et des maisons des jeunes. Je vous le disais au sommaire, comment les factures sont-elles payées aux différents prestataires de la Caisse nationale de prévoyance sociale? Notre reporter Alpha ici à Gaba s'est intéressé à la question. D'après son constat, les hôpitaux et les pharmacies conventionnées sont satisfaits. Suivons ensemble son reportage. L'assurance maladie, une réalité en Guinée. Dans les hôpitaux publics et les pharmacies conventionnées, les fonctionnaires retraités sont pris en charge à hauteur de 80%. La Caisse nationale de prévoyance sociale pilote l'initiative présidentielle. Au centre médical communal de Ratoma, par exemple, tous les engagements pris sont respectés. En fonction de tout ce qui a été fourni comme service, c'est-à-dire à savoir la consultation, les examens, les médicaments, l'hospitalisation, elle globalise tous ces actes-là et puis elle met la facture globale. Et elle prend cette facture, l'amener vraiment au niveau de la CNPS pour le règlement de la facture. Vraiment, il y a un climat de bonne entente entre le CMC de Ratoma et la direction. Il n'y a pas de problème de paiement jusqu'à date de nos différentes factures. Tous les hôpitaux publics et pharmacies partenaires sont ouverts aux assurés sociaux. L'objectif est d'alléger les charges sanitaires des agents publics de l'État et assurer leur protection sociale. Le bénéficiaire arrive à la pharmacie avec cette fiche de soins remplie par le médecin. Nous procédons à la vérification de l'identité d'abord parce qu'il y a les travailleurs et les retraités. Nous sommes vraiment très satisfaits de la collaboration avec la Caisse nationale de prévoyance sociale parce qu'on voit qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts pour respecter leur engagement. Comment les factures sont-elles payées aux prestataires? Nous nous sommes rendus à la direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ici, un système d'information de gestion et de l'assurance maladie est développé. Toutes les factures qui arrivent, à moins que les prestataires qui retardent le dépôt des factures, mais sinon toutes les factures et les feuilles de soins qui sont déposées sont traitées dans les délais prévus dans la convention. Donc il n'y a pas de dépassement et jusqu'à date. On a une promesse quand même de rassurer vraiment nos différents partenaires, les structures, donc conventionnées, parce qu'aujourd'hui ici on ne les paye pas rapidement
ce sont nos assurés qui vont vraiment payer le prix sur le terrain. Et ça, on ne le voudrait pas. Raison pour laquelle ce système-là, il va aider quand même à rapidement traiter les factures pour qu'on puisse vraiment payer les structures très rapidement. À la CNPS, c'est le virement qui est d'actualité. Après la liquidation, les dossiers sont ainsi transmis à l'agent comptable pour le paiement des factures. La procédure privilégiée à la CNPS, ce sont les virements. Dès que l'agence comptable reçoit les dossiers, aussitôt nous procédons à l'établissement de l'ordre de virement pour paiement de ces prestations aux structures sanitaires ou aux pharmacies. Toutes les structures sanitaires, toutes les pharmacies qui déposent à temps leurs factures, on les paye dans les délais requis. Aujourd'hui, le nombre d'assurés sociaux s'agrandit. Plus de 500 factures sont reçues c'est-à-dire plus de 500 agents de l'État sont assurés au quotidien. Depuis le 5 septembre 2021, la protection sociale est devenue une priorité maximale du président de la République, général Mamadi Doumbouya. L'hôpital préfectoral de Koya a servi de cadre pour boucler la campagne de consultation gratuite des personnes souffrant de la cataracte. Pilotée par le Programme national de la santé oculaire, cette opération a permis à plusieurs malades de retrouver la vue. Autre détail dans ce reportage de Nabila Moussa Kamara. À l'hôpital préfectoral de Koya, la campagne de consultation gratuite contre la cataracte s'est achevée avec succès. Ce projet pilote de chirurgie des maladies oculaires a permis à plusieurs personnes de cette localité de bénéficier des soins de qualité. Cette journée de campagne s'inscrit dans le registre du Programme national de la santé oculaire. La préfecture de Koya est l'une des préfectures de la République de Guinée qui ne dispose pas de services d'ophtalmologie public. C'est la raison pour laquelle le Programme national de la santé oculaire a initié avec Stop Seguera ce projet qui est un projet pilote de prise en charge des cas de cataracte et des vices de réfraction. Près d'une centaine de malades ont bénéficié de ces interventions médicales gratuites contre la cataracte. Des soins de qualité qui viennent ainsi soulager les personnes bénéficiaires. Ils ont opéré à hauteur de 211 malades qui étaient aveugles, qui voient aujourd'hui. Au nom de l'autorité, au prix où situé, au nom de la population et au nom de mes collaborateurs, on ne peut dire que merci et grand merci. Toutes les interventions se sont passées dans les meilleures conditions et la population est très satisfaite. Nous aurions souhaité que ça ne s'arrête pas à ça. À l'issue de cette campagne de consultation gratuite contre la cataracte, les médecins chirurgiens ont bénéficié à leur tour des satisfecit pour leur participation à la réussite de cette campagne, ici à l'hôpital préfectoral de Koya. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de réceptionner des outils informatiques. C'est un geste de la Fondation Orange pour permettre au programme élargi de vaccination de centraliser les données sur le nombre d'enfants ayant reçu leur dose de vaccin à Kankan, Kernement-Oufba, Mohamed Pati Kamara. Pour la collecte, l'analyse des données des campagnes de vaccination et le respect du calendrier vaccinal, l'outil informatique est nécessaire. C'est dans ce cadre que dans la région de Kankan, l'opération de vaccination reçoit le coup de pouce de la Fondation Orange Guinée. 70 centres de santé reçoivent de cette fondation des ordinateurs bureautiques. Ce programme se veut être en plusieurs temps. La deuxième étape sera bien entendu la connectivité requise pour remonter les données, pour tracer. Et bien entendu le système de SMS de rappel pour faire en sorte qu'une maman dont le numéro a été enregistré auprès du centre de santé et qui malheureusement ne s'est pas présentée pour le rappel de vaccination de son enfant, de son bébé, elle puisse recevoir un SMS qui va lui dire, un SMS vocal qui va lui dire, mais madame, la date approche, vous devez ramener votre enfant pour la deuxième dose. Et ça va nettement améliorer notre façon de faire parce que qui parle, disons, d'analyse de données, parle de la prise de décision basée sur les preuves palpables, qui va sans doute conduire les politiques et les stratégies de mise en œuvre de la vaccination au niveau de la région de Kankan. Avec l'arrivée de ces ordinateurs,
Le problème de la digitalisation des données et le suivi des enfants vont s'accroître sur cette partie de la Guinée. Au ministère de la Santé, le geste est perçu comme une avancée dans la protection des enfants contre les maladies. Nous rassurons la Fondation Orange Guinée de l'utilisation à bon escient de ces équipements, qui s'inscrivent d'ailleurs dans un objectif aujourd'hui du ministère de la Santé, qui est la digitalisation globale de notre système de santé. Depuis des années, la Fondation Orange Guinée est alignée dans cette vision du département de la santé qui consiste à promouvoir la vaccination dans le pays. Renforcement de capacité des acteurs du secteur énergétique en Guinée. Les agents techniques de l'électricité de Guinée ont 2 semaines durant bénéficié d'une formation sur l'habilitation électrique. C'est une synergie d'action entre Kawa Group et l'EDG. Les détails avec Falilou Diallo et Eugène Denemo. Renforcer les capacités opérationnelles des agents techniques de la société Électricité de Guinée, le groupe Kawa Énergie compte gagner le pari. D'où cette session de formation de 90 agents techniques sur plusieurs thématiques, notamment l'habilitation énergétique. Nous avons fait venir un consultant algérien qui est vraiment spécialiste des habilitations électriques, qui connaît bien le domaine de l'électricité, pour pouvoir accompagner les agents de EDG dans le cadre de l'habilitation électrique. Ce conclave qui s'est écoulé pendant 2 semaines a permis aux techniciens d'avoir une idée plus large sur la notion d'habilitation du système électrique en Guinée. Il s'agit de limiter les risques d'accidents sur le terrain lors des différentes interventions. EDG, aujourd'hui, s'est lancé dans un plan stratégique 2025-2029. Ce plan stratégique a beaucoup de composantes, des renforcements des capacités qui sera déployé sur les 5 prochaines années pour renforcer les capacités de nos différents agents. Ce n'est pas dit seulement que ceux qui exercent le métier électrique, non. Même ceux qui travaillent au voisinage, les nettoyeurs dans les centrales, les nettoyeurs au niveau des postes, doivent savoir ce qu'ils doivent faire pour éviter l'accident électrique. Ces agents sont appelés désormais à une gestion saine et rationnelle du courant électrique. Pour couronner l'exercice, des satisfecit ont été remis aux participants. C'est une synergie Kawa Group et Électricité de Guinée. Un bel exemple de réussite du partenariat public-privé pour rehausser le niveau du personnel de la dite société. Le mois de la femme est célébré par la communauté guinéenne vivant au Maroc. Autour de l'ambassadeur Namori Traoré, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée pour la paix et l'unité nationale. Makemedozo. La journée internationale des droits des femmes a été commémorée en différé ce vendredi 14 mars 2025 à l'ambassade de la République de Guinée au Royaume du Maroc. Cette célébration dans la capitale marocaine est une initiative de l'ambassadeur Namori Traoré, une occasion pour la mission diplomatique guinéenne près du Maroc de réunir les compatriotes autour d'un idéal qui est la cohésion sociale. Cette journée de rappel est aussi celle d'hommage aux pionnières, car l'histoire de la Guinée regorge de femmes d'exception. Elles ont su imposer leur leadership dans l'administration territoriale, ce qui prouve à suffisance que le ciel n'est pas une limite pour les femmes. Ces braves dames ne sont pas que des noms gravés dans l'histoire. Elles sont le symbole d'un combat qui continue et nous devons le mener avec plus de force et de détermination. Ce genre d'organisation est une opportunité pour des Guinéens résidents et même en séjour de se retrouver. Cette forte mobilisation pendant ce mois saint rassure encore l'ambassadeur Traoré de l'unité et l'amour que les ressortissants guinéens ont pour leur nation. Je tiens à saluer la forte mobilisation de notre communauté, en particulier nos sœurs, dont l'engagement et la contribution à la cohésion sociale sont inestimables. Le rôle des femmes guinéennes, ici au Maroc comme partout ailleurs, est central dans l'éducation, la transmission des valeurs et le développement de notre nation. C'est un mois de prière, de pénitence. Et c'est la raison pour laquelle l'ambassade de la Guinée au Maroc a décidé d'organiser la lecture du Coran en lieu et place d'autres festivités. Et cette lecture du Coran a été organisée pour tout le peuple de Guinée, pour le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'état suprême des armées,
pour toutes les Guinéennes et pour tous les Guinéens. Les femmes qui ont marqué au cours de l'année ont bénéficié des satisfecit pour leur engagement dans les affaires sociales entre nos compatriotes. Dans un autre registre, la lutte contre le chômage se poursuit en Guinée. En partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, la Maison de l'Entrepreneuriat a organisé la 2e édition du concours en entrepreneuriat inclusif pour un avenir équitable. Une quinzaine de projets d'impact social et économique ont été enregistrés et 10 seront retenus pour les étapes d'après. Morlaï Souma Mounerbari. À Conakry, les lampions se sont éteints sur la 2e édition du concours entrepreneurial inclusif pour un avenir équitable. C'est une rencontre intellectuelle qui regroupe essentiellement les jeunes diplômés et des étudiants entrepreneurs de la capitale. Son objectif est de promouvoir l'esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse guinéenne afin de booster l'économie nationale conformément aux idéaux des autorités de la transition. Nous avons une maison d'entrepreneuriat qui ne cesse de recevoir, d'encadrer et de former les jeunes étudiants entrepreneurs. Pour la 2e édition, il y avait au départ une 30aine de projets et une présélection a choisi une dizaine de projets qui ont participé à la phase finale. Les étudiants ont très bien travaillé sur leur projet et là, si on avait la possibilité, on allait sélectionner les 10 projets. Mais nous sommes partis par exemple sur la base de l'innovation, de l'impact social et environnemental, sur la base de la pertinence du projet, de la faisabilité et surtout la présentation du projet. Cette compétition vise à créer un climat idéal pour qualifier davantage l'écosystème numérique et l'innovation en Guinée. À tour de rôle, ces candidats présentent leurs projets aux membres du jury pour approbation. Des innovations technologiques sont mises à profit tout en répondant aux exigences internationales. Chacune des équipes finalistes a démontré une capacité impressionnante à analyser les défis de notre société, identifier les opportunités et proposer des solutions adaptées, inclusives et innovantes. Je suis ému et très content d'avoir rapporté ce prix parce que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup. L'idée de faire une couveuse est venue à partir de là. J'ai pu réaliser ça avec mon cofondateur. Nous avons mis la start-up en place avec les concours dans les universités. En créant l'émulation, ces concours encouragent l'entrepreneuriat pour impacter positivement les communautés et favoriser l'insertion socio-économique des jeunes Guinéens. Clôture de la 3e édition du concours Oser entreprendre en Guinée, une initiative de l'ONG Univers Jeunes pour contribuer à l'autonomisation de la couche juvénile. Cette année, 200 jeunes venus des 4 régions naturelles ont bénéficié d'une formation en art culinaire. Autre précision avec Younous Atawel Kamara. Au total, 200 jeunes entrepreneurs issus de 4 régions du pays ont pris part à la 3e édition du concours Oser entreprendre en Guinée. Une initiative de l'ONG Univers Jeunes qui participe à sa manière à l'autonomisation des jeunes. Cette année, le concours est axé sur l'art culinaire. Après une évaluation rigoureuse, les projets les plus innovants sont retenus au compte de chaque région. Pour accompagner les lauréats dans leurs activités, l'ONG et ses partenaires leur offrent ce kit culinaire. Nous avons eu le privilège d'accompagner 200 jeunes, de leur offrir des formations de qualité en cuisine occidentale et en entrepreneuriat et d'identifier 4 projets innovants qui bénéficieront d'un accompagnement technique et financier. Le département en charge de la jeunesse et quelques entreprises privées ont accompagné ce projet d'entrepreneuriat jeune. Un projet lancé au mois de septembre dernier. Une manière de booster ces jeunes dans leurs projets innovants en vue de lutter efficacement contre le chômage et contribuer au développement de leur localité. Le projet Oser entreprendre incarne à merveille la vision de notre gouvernement qui a fait de la jeunesse une priorité. Elle œuvre sans relâche avec cette jeunesse-là pour lui trouver des opportunités concrètes d'insertion socio-économique et professionnelle et afin de leur permettre de participer au développement de notre cher pays. Vous êtes désormais des professionnels qualifiés, prêts à relever le défi, à saisir l'opportunité qui s'offre à vous, que vous avez choisi de travailler dans un restaurant ou de lancer
votre propre entreprise, je suis convaincu que vous saurez faire briller votre talent et contribuer à la réussite de la restauration. La remise de ce kit culinaire offert par l'ONG Univers Jeune et ses partenaires pourrait désormais galvaniser les bénéficiaires dans leurs activités génératrices de revenus. Dans la commune urbaine de Djubreka, des initiatives se multiplient pour renforcer la foi islamique. Un concours de mémorisation du Saint-Coran est organisé. L'événement met en compétition des jeunes de la sous-région ouest-africaine. La suite avec Aboubakar Diaby et Mamadou Djumadielo. Au-delà de son caractère spirituel et sacrificiel, le mois de Ramadan est aussi pour les fidèles musulmans un moment idéal pour se consacrer à la lecture du Saint-Coran. À Djubreka, l'Université internationale de Guinée, UIG, implantée à Maboya. Ce rituel est d'actualité, d'où la tenue de cette 6e édition du concours ramadanesque africain pour la mémorisation et la psalmodie du Saint-Coran. Cette compétition a débuté en 2019. En temps de coronavirus, de Covid-19, ça a été certes difficile, mais par la grâce d'Allah, nous avons pu surmonter les obstacles. Ce que Dieu aime, c'est de lire le Coran, le livre saint, écouter le livre saint et faire du bien. Cette compétition islamique regroupe 600 participants venus de plus de 100 foyers coraniques de la sous-région ouest-africaine. Un tremplin pour renforcer les bases fondamentales de l'islam. Ces jeunes enfants que je vois qui ont participé à ce concours, nous leur disons merci et nous leur disons aussi merci à leurs parents qui ont, avec la mondialisation, avec tout ce que nous connaissons, ont pris quand même le risque de mettre leurs enfants sur ce chemin-là. Cette initiative remarquable qui marque à plus d'un titre et qui arrive à point nommé de promouvoir l'excellence et de faire en sorte que nos centres de mémorisation du Coran et que nos frères et sœurs qui se sont mis au santé d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran puissent être récompensés de la plus belle manière. La satisfaction des initiateurs à l'issue de cette compétition est totale. La promotion de la citoyenneté et le renforcement de la cohésion sociale en Guinée constituent également des thématiques vulgarisées lors de cette compétition religieuse. Et pour renforcer la paix et l'entente entre les étudiants, l'association des amis de l'Université de la Baie est créée. C'est une initiative des apprenants des 2e et 4e promotions qui viennent d'ailleurs d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée Fofana de Matoto. Des prières ont été formulées pour leurs collègues disparus, aussi pour la réussite de la transition en cours. Saliouba. Réunis au sein d'une association dénommée Amis de l'Université de la Baie, les étudiants sortant de la 2e promotion de la faculté des sciences administratives et de gestion et ceux de la 4e promotion MIAGE de la faculté des sciences et techniques viennent d'organiser une lecture du Saint-Coran à Conakry pour honorer la mémoire de certains de leurs membres décédés et promouvoir l'harmonie et la paix. Nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran ce mois saint Ramadan pour pouvoir se souvenir et faire des bénédictions pour nos amis qui nous ont devancés et à la mosquée, la lecture du Saint-Coran, à l'église avec nos amis chrétiens, faire des bénédictions pour que leur âme repose en paix et nous aussi qui sommes là pour que le Tout-Puissant puisse nous accorder tout ce que nous demandons pour la prospérité dans toutes nos entreprises. Et depuis notre sortie de l'université en 2008, nous avons mis en place une structure pouvant nous permettre de se retrouver et éventuellement s'entraider au niveau de la promotion. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous avons mené assez d'activités. Nous avons fait des dons au niveau de l'université. Nous avons initié des séries de sacrifices et l'activité d'aujourd'hui se situe effectivement dans ces cadres. Honorer la mémoire des membres décédés permet de les garder en esprit et de montrer le respect et l'affection que la communauté leur porte. Cette promotion, c'est une promotion qu'appartenait mon grand frère, mais qui nous a devancé aujourd'hui, le nom de Diallo Kernosounou. Et je suis satisfait qu'il continue à penser à lui, même après 15 ans après son décès,
C'est un sentiment de satisfaction et un remerciement à toute la promotion. Depuis la fin de leur cycle universitaire, en 2008, ces jeunes universitaires se sont engagés à favoriser l'unité et la solidarité au sein de leur association. À la grande mosquée de la commune urbaine de Fria, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée. La rencontre a mobilisé les fidèles musulmans de la localité autour du livre saint. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la réussite de la transition. L'initiative a été pilotée par les autorités religieuses de la localité. Marouane Kamara. Les fidèles musulmans se donnent rendez-vous à la grande mosquée de Fria. À l'ombre de ces manguiers, et ils sont tous mobilisés autour du livre Saint-Coran pour un idéal commun. Implorer la grâce divine pour qu'elle répande sa miséricorde sur la Guinée et les Guinéens, mais aussi prier pour la réussite des actions de développement amorcées par les autorités en place. On a trouvé que tous les citoyens, sans distinction d'ethnie, de race, tout le monde est là, est en train d'implorer la grâce divine en faveur du président de la République par ces gigantesques projets qu'il a déjà entamés à travers toute la Guinée. Si Fria s'est inscrit dans cette logique, ce n'est qu'un offre de soulagement pour nous en tant qu'autorité à la base. Tout le monde est là aujourd'hui pour lire le Coran, pour l'émergence de notre ville. Le président de la République de Guinée, nous prions Dieu qu'il puisse lui donner la force et le soutien nécessaire de toute la population guinéenne pour que ces acquis puissent être pérennisés. Cette retrouvaille religieuse est aussi le moment de reconnaissance des bienfaits des autorités de la transition et de sensibilisation des citoyens sur la nécessité de préserver les valeurs du vivre ensemble. Merci aux religieux de toutes les sous-préfectures et la commune urbaine de Fria pour lire ce livre saint pour la paix, la concorde, l'union et l'unité entre les fils et filles de la République de Guinée et principalement Fria. Cette journée de prière commune faite autour des valeurs de paix a réuni plusieurs musulmans venus de diverses localités. Même détermination, soutenir les initiatives du CNRD à travers des prières et bénédictions. À l'image des années précédentes, la Direction générale de la Société de gestion et d'exploitation de Soapiti continue d'apporter son soutien aux populations riveraines. En ce mois de Ramadan, une importante quantité de vivres leur a été distribuée en plus d'une enveloppe financière. Nabi Kamara nous fait le point. C'est une campagne d'envergure de distribution des vivres que la Direction générale de la Société de gestion et d'exploitation du barrage hydroélectrique de Soapiti a lancé lundi à Dantoumaya dans la sous-préfecture de Kolé, préfecture de Télimélé. Une opération humanitaire qui s'inscrit dans un élan de solidarité et d'accompagnement des communautés riveraines du barrage de Soapiti impactées par les travaux de construction. Ce don se situe dans le cadre communautaire. Et cela, ce n'est pas une première fois. Et chaque fois, après avoir réinstallé la population impactée sur des 20 sites, la SOGES a pensé à assister ces populations après leurs indemnisations, bien sûr, en riz et en prix de sauce dans ce mois béni de Carême. Les bénéficiaires de ce don de la Direction générale de Soapiti ont reçu chacun un sac de riz et de l'argent pour le prix de sauce en ce mois saint de Ramadan et du Carême chrétien. La population pense que c'est un acte de reconnaissance. Et moi qui ai vu cette population en train de manifester cette joie, vraiment je suis content. Très très content. Content pour l'action du gouvernement, mais surtout pour la société aussi, qui tient à accompagner toutes les activités du gouvernement. Je demande aux responsables locaux d'observer une discipline de fer dans la distribution de l'aide, car quand l'aide est bien gérée, ça pousse d'autres personnes à venir en aide. Les opérations de distribution de ces vivres se poursuivront dans les localités de Bangouya, Sangaréa, Senta et Tondon. Remise de 5 tonnes de riz au ménage de Kouroussa. C'est un geste du chef de l'État pour faciliter la rupture du jeûne. Cette action humanitaire du général Mamadi Doumbouya vise d'autre part à alléger le panier de la ménagère Ali Badara Kondé. De Faraba à Sangbarala, dans Kouroussa, le don de riz du président de la République, général Mamadi Doumbouya,
Plus de 5 tonnes sont offertes aux populations musulmanes de ces deux localités pour faciliter l'accomplissement des obligations du mois saint de Ramadan, un mois de repentance et de prière. C'est un message de fierté et un message de bénédiction pour le président de la République. Après avoir donné ce don à mon peuple, Sangrala, vraiment, nous prenons ce don à sa juste valeur. Nous le remercions. J'avoue un sentiment de satisfaction dans la mesure où vraiment cet événement s'inscrit aujourd'hui dans le cadre ici de l'aide envers ici ma communauté. Mes remerciements et nos reconnaissances au nom de M. le Préfet à l'égard ici du Président de la République. Cette démarche du président de la République vise à alléger le panier de la ménagère en cette période de pénitence. À Korosa, ce geste du chef de l'État qui marque son attachement aux populations de l'arrière-pays est hautement salué par les populations du district de Sangrala. Les femmes et sages de Sambarala vous remercient. Nous plaidons les autorités pour désenclaver notre sous-préfecture. Que Dieu donne longue vie au président. C'est une première depuis que Sangrala est Sangrala, que l'État ait pensé à Sangrala. Ce geste est si grandiose que nous sommes sans mots. Sangrala transmet fidèlement les bénédictions au président de la République. À l'image des populations de Faraba et de Sangrala, d'autres localités reçoivent les mêmes dons composés de vivres de la part du président de la République pour faciliter la rupture du jeûne et conforter la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Nous ne changeons pas de sujet. Des vivres et non-vivres pour les sinistrés de la sous-préfecture de Dantilia à Farana suite à l'incendie qui a récemment consumé plusieurs cases. C'est un geste des enfants de la localité pour soutenir des familles en ce mois de Ramadan. Le don est composé de riz, de vêtements et d'une enveloppe financière. Ibrahima Oulin Fofana est notre correspondant basé à Farana. Ici à Dantilia, une des sous-préfectures Dialonki, dans la préfecture de Farana, plusieurs cases et leur contenu étaient partis en fumée. Pour ainsi soulager les victimes quelques mois après le drame, les ressortissants de cette localité résidant à Farana et à Conakry vont le secours de leurs parents sinistrés. Il y a eu un incendie, il y a eu beaucoup de victimes, pas de pertes en vie humaine, mais pertes matérielles. Donc l'organisation des ressortissants de Dantilia à Conakry, à Farana, on se retrouvait pour venir assister les sinistrés, partager la peine avec eux. On a touché à toutes les familles. Après, on a profité de l'occasion pour apporter aussi du vivre à l'occasion du mois saint de Ramadan à tous les quartiers, aux autorités, aux familles en difficulté. En accueillant cette assistance de la part de leurs proches, les sinistrés ont exprimé tous leur gratitude à l'endroit des bienfaiteurs. Nous sommes reconnaissants envers Général Bala Samoura. Que Dieu l'aide et que la Guinée parte de l'avant. C'est une occasion pour nous aussi de sensibiliser pour le maintien du feu et procéder au lotissement. Parce que ces jours-là, les citoyens sont venus pour intervenir, mais pratiquement il n'y a pas eu d'accès. Et on a compris, on a pris conscience, eux-mêmes, la population a vu l'importance du lotissement. Au cours de cette cérémonie de remise de vivres et non-vivres, l'occasion a été mise à profit par les autorités locales pour passer des messages de conscientisation à l'endroit des habitants de Dantilia afin que les voies et moyens soient trouvés pour éviter les feux de brousse, source de plusieurs incendies dans le pays profond. Et disons que lors de son passage dans la région de Boké, l'équipe de la synergie de soutien au président de la République, JMD 25, a été reçue par la population du district de Kamikolo. Les fils et filles de cette localité située dans la sous-préfecture de Kolabouni se sont fortement mobilisés pour soutenir la vision de développement du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, prôné par les visiteurs. Bakary Bambakon, des reportages.
Dans le cadre de l'initiative visant à renforcer l'adhésion aux idéaux du président de la République, le district de Kamikolo, dans la sous-préfecture de Kolabouin, préfecture de Boké, a récemment accueilli la synergie GMD 25. L'événement s'est tenu le week-end dernier et a été marqué par une forte mobilisation des habitants, prêts à accompagner les projets de développement du général Mamadi Doumbouya. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on peut retenir le président Mamadi Doumbouya est un président qui est soudé à son peuple. Le peuple est conscient aujourd'hui que la seule alternative crédible, c'est lui. Au cours de la rencontre, plusieurs projets de développement ont été présentés, allant des infrastructures routières à l'amélioration des services sociaux pendant ces 3 dernières années. Les habitants du district, satisfaits de ces avancées du CNRD, ont ainsi décidé d'accompagner la refondation et à soutenir le président dans sa voie de développement de la Guinée. Ces actions en faveur du développement national, le renforcement de nos institutions et du bien-être du peuple guinéen sont visibles et salutaires partout. Sous sa direction éclairée, notre pays se modernise et avance résolument vers un avenir promoteur. C'est pourquoi la population de Kamikolo et les 16 districts de Kolab dans son ensemble se joint au mouvement de soutien et synergie générale président Mamadi Doumbouya. À cette période sacrée du Ramadan et du Carême, les habitants de Kamikolo se montrent plus que jamais prêts à rejoindre le général Mamadi Doumbouya dans sa vision, celle d'un avenir meilleur, témoignant ainsi de sa volonté de faire avancer la Guinée. Et puis cette nouvelle livraison sur le marché littéraire, les premiers pèlerins guinéens au lieu saint de l'islam, c'est le titre d'un ouvrage paru aux éditions Gandal. C'est une œuvre d'Elhadj Mohamed Mansour Fadiga, doyen des imams de Guinée. Le livre retrace l'histoire des premiers ressortissants guinéens ayant effectué le pèlerinage en Arabie Saoudite de 1324 à 1825. Marwan Kamara, Soribangora. Cet ouvrage, écrit en français, en arabe, est l'œuvre de Elhadj Mansour Fadiga, doyen des imams de Guinée. L'auteur retrace dans ce livre les voyages des premiers pèlerins guinéens à la Mecque. Ce spécialiste en islam nous amène dans une aventure à travers un roman de 90 pages composé de 8 chapitres. J'entendais des gens parler, me dire « Ah, nous, notre grand-père est allé, il a fait 7 ans pour aller à la Mecque. » D'autres me disent « Notre grand-père est allé, il n'est plus revenu. » Ça m'a dit « Ah, donc c'est des gens qui ne doivent pas être dans la poubellette de l'oubliette. » Ces éléments m'ont motivé de me mettre à la recherche. J'ai fait sur ça plus de 7 ans. Recueillir les renseignements sur les premiers pèlerins guinéens, en commençant par Elhadj Salimou Souaré, en passant par Mansa Moussa Kankou Moussa, roi Richissement, l'empereur qui a fait son pèlerinage historique, Elhadj Oumar Tall. J'ai fait aussi des autres dans toutes les 4 régions, j'ai tout sillonné. Ce document vient enrichir l'histoire des Guinéens ayant effectué les premiers pèlerinages en Arabie Saoudite de 1324 à 1825. Le livre est édité par la maison Gandal d'Elhadj Aliou Sano. Nous tenons sincèrement à remercier Elhadj Mansour Fadiga pour avoir mentionné et célébré notre feu père Elhadj Mfala Nabé dans son célèbre livre Les premiers pèlerins de la République de Guinée. Ça va nous donner l'information générale sur eux. Il a parlé de Kankou Moussa, il a parlé des premiers hommes qui ont quitté la Guinée à pied, qui ont fait 7 ans en route, etc. C'est très important de connaître l'aspect historique. Elhadj Mansour Fadiga est un écrivain guinéen né en 1947 à Kindia. Diplômé de la première madrasa de Kindia en 1964 et de l'Institut Bourguiba des langues vivantes en 1982. Fondateur de la première école franco-arabe et il fut aussi directeur de l'école arabe de Kapouronongo. Aujourd'hui, Elhadj Mansour Fadiga est le doyen des imams de Guinée.
troisième grand titre de cette édition, l'association sportive des forces armées guinéennes rentre dans l'histoire et les championnes de Guinée en karaté dans les catégories masculines et féminines. Lors de la compétition, cette équipe a raflé 2 trophées prestigieux mis en jeu par la Fédération guinéenne de karaté. Pour célébrer cet exploit, une cérémonie officielle a été organisée dans la salle du banquet du ministère de la Défense nationale. La suite avec adjudant-chef Omar Camara, correspondant de la presse militaire. C'est une cérémonie de remise de médailles et de trophées aux équipes féminines et masculines de karaté de l'association sportive des forces armées de Guinée ASFAG. Ces distinctions récompensent les exploits des athlètes militaires lors du championnat national de karaté organisé par la Fédération guinéenne de karaté et doté du trophée du chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. L'ASFAG a entamé sa compétition le vendredi 27 décembre 2024 et est resté invaincu tout au long du championnat, remportant 2 trophées en série masculine et féminine, ainsi que 26 médailles, 11 en or, 8 en argent et 7 en bronze, ce qui la consacre championne de Guinée. C'est pourquoi la Direction générale des sports militaires et paramilitaires souhaite partager cette distinction honorifique au nom du chef d'état-major général des armées. 12 formations ont pris part à cette compétition sportive dans les 2 catégories, féminines et masculines. À l'issue des épreuves, l'équipe militaire de karaté s'est distinguée en remportant la première place. Aujourd'hui, ces athlètes sont fiers de ces distinctions qui témoignent de leur engagement et de leur détermination à hisser haut le drapeau de l'armée guinéenne. Cette médaille me donne la fierté aujourd'hui pour dire aux autres de pratiquer le sport 1 et ça me permettra encore de beaucoup de travailler pour avoir la chance encore dans les compétitions nationales et internationales. Ces résultats témoignent de l'engagement de nos forces de défense et de sécurité dans le développement du sport national qui corrobore l'esprit de refondation prôné depuis septembre 2021. Le sport, facteur d'unité et de cohésion sociale, est essentiel pour le développement harmonieux de notre société. Je suis persuadé que les compétitions à venir seront marquées par la convivialité, l'amitié et le fair play, valeurs fondamentales de l'unité et de l'intégration africaine. Chargée de l'animation du sport au sein des forces armées guinéennes, l'association sportive des forces armées de Guinée, ASFAG, embrasse plusieurs disciplines. Ses responsables s'engagent à redynamiser et la vulgarisation de cette pratique avec le soutien des autorités militaires. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre